20h sur la télé Futur Média, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité. Après la divergence autour de son lieu d'inhumation, Sidi Lamine Niasse repose désormais en paix à Léona Niassène à Kaolack aux côtés de son frère El Hadj Ibrahim Niasse. La cérémonie de levée du corps s'est tenue dans la sobriété ce matin à l'hôpital principal de Dakar. La dépouille acheminée par la suite au groupe Walfadjri où le défunt PDG a reçu un dernier hommage. 14 millions de francs CFA en termes d'appui pour les collectivités locales en 4 ans. Une annonce du ministre de la Gouvernance territoriale, Yaya Abdoul Kane, qui faisait face aux parlementaires, annonce également l'érection d'un centre national d'état civil. Le Sénégal et la Lettonie veulent renforcer leur coopération bilatérale. La cybercriminalité, la dématérialisation du service public, entre autres axes prioritaires de cette coopération. L'aéroport international Blaise Diagne souffle ce vendredi sa première bougie après son ouverture officielle le 7 décembre 2017. Pour en parler, nous recevrons en milieu d'édition M. Abdoulaye Mbodj, le directeur général de l'AIBD. En sport, carton plein pour les Lions qui se qualifient en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se joue en RDC. Les Lions ont disposé de la Côte d'Ivoire 32-22 lors de leur 4e et dernière sortie dans la phase de poule. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. L'essentiel de l'actualité, c'est sur TFM. Bienvenue, bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le défunt PDG du groupe Walfadjri repose finalement à Kaolack, à Léona Niassène, précisément une inhumation qui s'est tenue devant la présence d'un monde immense. Sidi Lamine Niasse repose donc aux côtés de son frère El Hadj Ibrahim Niasse, le défunt khalife de Léona Niassène, décédé l'année dernière. Direction tout de suite Léona Niassène, où nous retrouvons notre correspondant permanent, Ibrahim Diamé. Bonsoir. Oui, bonsoir Iboukan, bonsoir à tous. Alors, l'émotion, j'imagine, était vive pour accompagner Sidi Lamine Niasse jusqu'à sa dernière demeure. Donc, une vive émotion, vous l'avez dit, avec une forte présence des talibés et des fidèles qui sont venus pour assister donc à l'inhumation de Sidi Lamine Niasse. Vous l'avez précisé exactement au mausolée d'El Hadj Ibrahim Niasse, le défunt khalife de Léona Niassène. Donc, c'était en présence, nous l'avons dit, d'un monde immense. Sidi Lamine Niasse a été inhumé vers 16h30 donc au mausolée d'El Hadj Ibrahim Niasse. Mais il faut dire que Iboukan, c'était en présence d'une forte en présence des éléments de force de l'ordre qui sont venus donc dans les lieux très tôt pour en tout cas veiller à toute éventualité. Ce qui est prévu, c'est qu'il y aurait beaucoup de monde pour cet événement et ce qui a fait qu'il y avait une forte présence policière. Mais ce qui a été noté, c'est que Sidi Lamine Niasse, son inhumation a été prévue juste après la prière du vendredi, mais il s'est trouvé qu'il y a eu un décalage entre-temps. Donc, beaucoup de fidèles qui se sont rendus sur les lieux se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent le corps n'a pas été vu sur les lieux. Il se trouve qu'il y avait une certaine comment le dire, en tout cas, il y avait le choix qui faisait toujours débat sur la tombe de Sidi Lamine Niasse parce que d'après certains, une tombe a été creusée ailleurs au niveau du mausolée de Mame Khalifa Niasse, le père de Sidi Lamine Niasse. C'était le dernier choix de Cheikh, son fils, pour que son père soit inhumé à côté de son grand-père. Donc, mais finalement, en présence du khalife général de Medina Baye et du khalife de Léona Niassène, ils se sont entendus et finalement Sidi Lamine a été inhumé au mausolée d'El Hadj Ibrahim Niasse, le de Léona Niassène. Donc, c'était en présence de ses fils et des khalifes de Léona Niassène et de Medina Baye. Pour vous dire que donc la cérémonie a été sobre, elle a été mouvementée quelque part parce que justement il y a tout le monde et on pouvait s'y attendre. Tout le monde voulait voir, tout le monde voulait en tout cas prendre part à l'inhumation de Sidi Lamine Niasse, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Donc, c'était compréhensible. Sidi Lamine était
un homme d'une dimension nationale, internationale, et donc ce qui fait que beaucoup de monde... Un homme d'une dimension multinationale, vous l'avez dit, Ibrahim Diamé. Je rappelle que vous êtes le correspondant permanent de la TFM à Kaolack. Sidi Lamine Niasse repose donc en paix, que la terre de Léona Niassène lui soit légère. Et par ma voix, le groupe Futur Média présente ses condoléances à la famille attristée, au groupe Walfadjri ainsi qu'à la presse nationale et internationale. Après donc plusieurs reports, la levée du corps de Sidi Lamine Niasse s'est tenue ce matin dans la sobriété à l'hôpital principal de Dakar sans le moindre discours funèbre. La dépouille a par la suite été acheminée au siège du groupe Walfadjri où un dernier hommage a été rendu au Mollah de Sacré-Cœur. Fatou Bintou Konté. Une levée du corps dans la sobriété, ainsi en a décidé les autorités administratives qui ont fini par remettre sa dépouille à son fils. Sa dépouille a été conservée pendant 3 jours. C'est seulement ce vendredi matin que son fils a pu récupérer son corps qui doit être inhumé à Kaolack après la prière du vendredi. Ce après moult tractations. C'est vers les coups de 10 heures que le cortège funèbre a quitté l'hôpital principal de Dakar, direction le siège du groupe Walfadjri, où une foule immense l'attend pour lui rendre un dernier hommage. Parents, proches, amis ont tenu à assister au dernier départ de Sidi Lamine Niasse, appelé le Mollah de Sacré-Cœur, vers sa dernière demeure, Léona Niassène. Et puis au siège du groupe Walfadjri, l'émotion était à son comble. Travailleurs, parents, amis, tous ont pris d'assaut les locaux du groupe pour rendre un dernier hommage au défunt PDG. Les témoignages recueillis par Fatou Bintou Konté. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On remercie le bon Dieu, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Nous demandons surtout à la jeune génération de perpétuer son œuvre. Nous demandons surtout à la jeune génération de perpétuer son œuvre. Il fut un grand homme. Nous sommes tristes mais soulagés à la fois. C'est une sorte de délivrance. Depuis mardi, nous n'arrivons pas à fermer l'œil. Un grand homme s'en est allé. Que Dieu l'accueille dans son paradis, car il a beaucoup travaillé pour la Oumma islamique. Cette foule immense montre la grandeur de cet homme. Sidi Lamine est un fervent défenseur de l'islam. Il a toujours été là pour les faibles, que Dieu l'accueille dans son paradis. Aujourd'hui, je ne vais pas pleurer. Sincèrement, je ne vais pas pleurer du tout. Je remercie surtout le bon Dieu et je le remercie lui parce qu'il fut mon maître dans le dîn. Tous les matins, je l'écoutais. Le jour de Arafat, je l'écoutais et je me disais que c'est comme si j'étais à la Mecque. Je le remercie sincèrement. À présent, la présidentielle de 2019, quelle procédure faut-il suivre pour un respect scrupuleux de la loi concernant le dépôt des candidatures détaillées? À cet effet, le Conseil constitutionnel vient de mettre en ligne un portail sur son site web pour aider les prétendants au fauteuil présidentiel à s'informer pour être en phase avec les dispositions requises. Les citoyens également qui veulent s'informer peuvent consulter le site suivant ce récit de Mambiram Diouf. C'est sous forme de diagramme en bande qu'est présenté le processus devant aboutir à la publication définitive de la liste des candidats pour la présidentielle de 2019. La phase en cours est colorée en gris, la notification par le mandataire au greffe du Conseil constitutionnel du nom et éventuellement du titre de l'entité indépendante ou de la coalition, ainsi que de la liste des partis qui la composent. Cela se fait donc à la veille du dépôt de la déclaration de candidature, lequel dépôt justement démarre à partir du 11 décembre pour se terminer le 26 décembre, conformément à l'article 29 de la Constitution, 60 jours francs au moins et 75 jours francs au plus avant le premier tour du scrutin
Pendant cette période, c'est l'instruction des dossiers de candidature et la vérification des listes de parrainage. Le 12 janvier, au plus tard, notification aux mandataires concernés des dossiers déclarés invalides à cause d'un parrainage sur plus d'une liste représentée par la bande zone pour se conformer à l'article L121, alinéa 1 du Code électoral. La bande orange précise à cet effet, article L121, alinéa 2 du Code électoral, qu'après la notification du parrainage non validé et pour la régularisation, le mandataire dispose de 48 heures pour le faire en remplaçant le ou les parrains invalidés. L'autre phase, mise en exergue sur le site du Conseil constitutionnel en bleu, au plus tard 35 jours avant le scrutin, publication de la liste des candidats et dans les 48 heures qui suivent, le jour de l'affichage de la liste des candidats, ici en rose foncé, la réclamation contre la liste des candidats, article L121, alinéa 1 et 2 du Code électoral. Enfin, le 20 janvier 2019, le Conseil constitutionnel statue sur les réclamations des candidats s'il y a lieu. Ensuite, arrête et publie la liste des candidats. Mame Birame Diouf, parrainage pour tous à l'élection présidentielle de 2019. Du 11 au 26 décembre, c'est la période légale durant laquelle les candidats devront déposer leur dossier après la collecte de signatures au niveau de certains quartiers généraux des partis politiques. Toutes les dispositions sont prises, nous dit-on. Tout est fin prêt. Les fiches déjà collectées, c'est le cas au PUR et au grand parti de Malick Gakou, n'est-ce pas Maïmouna Ndiaye? Permanence du Parti démocratique sénégalais. Les personnes trouvées sur place parlent de l'actualité de la semaine. Et si on abordait le parrainage et le dépôt de dossiers des candidats, en ce moment, tout change. L'on nous dit qu'il n'y a aucun responsable pour répondre à cette question. Après le PDS, direction, le Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR. Près d'une heure d'attente, le secrétaire permanent arrive enfin. Selon lui, rien n'a signalé jusqu'ici. Quand on a demandé à ce que les gens nous amènent leurs pièces d'identité, nous avons traité tout avec le fichier de 2017 et nous sommes sûrs que tous nos parrains sont dans le fichier électoral. Et là, nous avons imprimé, on a retourné les fiches, les parrains ont signé et aujourd'hui, toutes les fiches sont dans des coffres bien sécurisés et tout est bien saisi, traité dans le cloud. Moi, je dirais pas ici parce qu'on nous a cambriolé 2 fois, 3 fois pour essayer de voir nos données. Mais nous sommes intelligents, on travaille en intelligence et nous l'avons bien sécurisé. Autre quartier général, autre dispositif. Nous voilà au siège du grand parti. Ici, une équipe veille au contrôle des signatures. Ce qu'on est en train de faire ici avec une équipe de plus d'une trentaine de personnes, c'est de rentrer individuellement, saisir les parrains individuellement et de vérifier leur conformité par rapport à ce qui a été demandé. Donc, non seulement il faut les vérifier par rapport à ce qui a été demandé, il faut les classer par région comme la loi le dit, comme le code électoral le stipule. Donc 14 régions, il faut les classer par région, il faut se conformer à ce qui a été demandé. Nous y serons le 11. Si vous voulez nous convoquer le 10, on y sera. Le 9, on y sera. Le 8, on est prêt. Plusieurs partis politiques, réalités différentes. Ces potentiels candidats veulent tous briguer les suffrages des Sénégalais. Reste maintenant à savoir si tout sera comme prévu au coup d'envoi. Maïmouna Ndiaye, 40 402 signatures remises au ministre de l'économie et des finances. C'est le bilan donc de la collecte de parrains effectuée par Lat Diop, responsable apériste à Guédiawaye. Une occasion pour Amadou Ba d'inviter les responsables de la commune à l'union des forces, mais aussi des cœurs, et ce pour un sacre en février 2019. Amadou Ba, responsable du pôle parrainage de Benno Bokk Yakaar à Dakar, que nous écoutons. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Gueye et Yao Gervais. Le camarade Lat Diop remettant ses parrainages au délégué régional. Et il nous a fait parvenir une liste de plus de 40 000 parrainages, dont 27 000 pour le département de Guédiawaye. Mais ce que je peux noter, c'est un peu sa transversalité. Parce qu'il a quand même parrainé un peu partout au Sénégal, que ce soit à Dakar, à Guédiawaye, à Pikine, à Saint-Louis, à Touba particulièrement.
prié et souhaité pour que, avec les autres camarades avec qui il partage l'arène politique, notamment au niveau de Guédiawaye, que tout cela puisse être mieux coordonné pour l'intérêt du président Macky Sall. Le COSEF pour plus de femmes dans l'arène politique, surtout pour la présidentielle de 2019. Pour l'organisation, les femmes doivent être beaucoup plus valorisées conformément à la loi sur la parité. Un atelier dans ce sens s'est tenu ce vendredi. Pour plus de détails, nous écoutons Abindoye, elle est la secrétaire exécutive du COSEF. Ses propos sont recueillis par Thilo Sam. Cet atelier est organisé dans le cadre de l'exécution d'un programme à plusieurs composantes destiné au renforcement de capacités des femmes, qu'elles soient femmes politiques ou non, mais en tout cas des femmes qui sont suffisamment engagées pour prétendre à être inscrites sur les listes de candidature et à être élues et accéder ainsi aux postes de décision. En essayant de former les femmes, d'agir sur leur comportement, renforcer leurs connaissances pour que leur participation et leur apport soient plus qualitatifs et puissent vraiment servir à la communauté. Je vous le disais en titre, l'aéroport international Blaise Diagne souffle sa première bougie ce vendredi après son ouverture officielle le 7 décembre 2017. Alors pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Abdoulaye Mbodj, directeur général de l'AIBD. M. Mbodj, bonsoir. Bonsoir, M. Kara. Premier anniversaire, une occasion pour l'AS, l'exploitant de l'infrastructure, d'afficher une satisfaction. Vous êtes en quelque sorte le gendarme de cet exploitant. Alors, quel regard jetez-vous sur cette gestion, sur cette exploitation après l'écoulement des 365 premiers jours? M. Khan, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs, mais également et surtout de présenter mes condoléances à la famille de Sidi Lamine Niasse, à la Oumma islamique, au peuple sénégalais et aux travailleurs de Walfadjri. C'était un homme d'une posture internationale. Tout à fait. Je me souviens encore le 19 mars 2011, on a été les premiers à la place de l'indépendance sur un podium pour justement lutter pour la démocratie au Sénégal. Cela dit, oui, la première bougie de l'aéroport international Blaise Diagne. La satisfaction chez l'AS, notre sous-traitant, parce qu'en réalité, les Sénégalais ne comprennent pas que cet aéroport a déjà été concédé à AIBD en tant que concession. Et dans cette convention signée avec l'État du Sénégal, il est précisé que AIBD se devra de sous-traiter la gestion aéroportuaire. Voilà le schéma en tout cas qui a été tracé, et en toute transparence. Certains ont l'habitude de dire effectivement que c'était sans appel d'offres, certes, mais à l'époque, AIBD n'était pas tenu de faire un appel d'offres. Mais malgré tout, nous avons fait une concurrence. Un grand groupe européen a participé, mais effectivement, le groupe Limac, Souma, était pratiquement moins disant, plus optimal dans l'offre évidemment qu'elle nous a soumise. Maintenant, un an s'est écoulé concernant cette exploitation. De satisfaction également, effectivement, pour les gendarmes, comme vous le dites. Mais c'est vrai, nous sommes les gendarmes. Parce que dans le contrat qui a été signé avec l'AS, il y a des normes qui sont exigées vis-à-vis de la clientèle. On doit mettre le client au cœur du dispositif, avec justement des normes à respecter. Et AIBD est chargé justement de respecter ces normes. Nous avons d'ailleurs recruté pratiquement 16 personnes pour s'occuper de cette surveillance au niveau de l'aéroport. Après cette première année, le bilan est satisfaisant. Dans nos prévisions, nous avions 4% d'évolution du trafic annuel. Nous sommes aujourd'hui à 9%. Nous avoisinons déjà les 2 300 000 passagers. C'est énorme. C'est vrai, on a quelques petits soucis avec effectivement le fret, autant à l'import, évidemment. Qu'à l'export également. À l'import, ça a fortement augmenté. On est pratiquement à 20%. Par contre, justement sur ce point, cette gestion, elle est souvent décriée. Alors, en tant que gendarme de l'exploitant, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'améliorer ce... On est là-dessus. Le schéma qui a été tracé
était un schéma achevé. On avait prévu une zone économique spéciale adossée à l'aéroport. Et c'est pourquoi il a été pensé de mettre en place un cargo village qui se chargerait en même temps de s'occuper et des produits de cette zone économique spéciale destinée à l'exportation, mais également des produits effectivement de l'aéroport. Malheureusement, cette zone économique n'est pas achevée aujourd'hui. Nous avons un handler qui est la société 2AS qui s'occupe de handling au niveau de l'aéroport et qui travaille un peu avec Telium qui s'occupe de ce cargo village. Mais pour l'instant, il y a encore quelques négociations entre les deux parties, ce qui fait qu'on a encore ces petits soucis à l'exportation et non pas à l'importation. Justement, un autre point sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions un tout petit peu, ça concerne la maintenance aéronautique qui représente 60 milliards par an, 60 milliards plutôt de dollars par an, et l'Afrique n'engrange même pas 1% de ce chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y avait d'autres projets concernant comme la création d'un centre de maintenance aéronautique, mais également un projet d'Aéroport City. Alors aujourd'hui, où en sont ces projets et quand est-ce qu'ils verront le jour? Chez Cannes, le marché de la maintenance aéronautique a été estimé il y a quelques années par le PIPAM. Le PIPAM, c'est le pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques de France à 106 milliards de dollars. Dont environ 45 milliards de dollars pour les civils et à peu près 61 milliards pour les militaires. C'est un marché immense. 480 000 personnes travaillent sur ce marché aujourd'hui. Et ce marché occupe 3,5% du PIB au niveau mondial. Malheureusement, comme vous le dites, l'Afrique ne détient que de 1% de ce marché. C'est rien. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps de travailler à la consolidation effectivement de cette industrie au niveau en tout cas du pays. Ça a été le cas avec Air Africa à l'époque. C'est pourquoi ADPI, Agence de développement de Paris Ingénierie, est en train de mener une étude pour le Sénégal, pour AIBD, pour mettre en place un centre de maintenance aéronautique chez nous. C'est la deuxième phase de ce projet aéroportuaire. Et nous pensons qu'au mois de janvier, nous aurons effectivement cette étude à notre disposition. Et qu'en est-il du projet de l'Aérocity? L'Aérocity, c'est une tendance mondiale. Quand vous prenez l'aéroport Schiphol, vous avez le corridor urbain entre Amsterdam et Schiphol. Quand vous prenez effectivement la Corée effectivement, du Sud, vous avez Songdo, qui est une ville autour effectivement de l'aéroport d'Inshu. Quand vous prenez effectivement Memphis, c'est 30 km tout autour où on a une ville aéroportuaire au niveau de cette ville. Et d'ailleurs, c'est la base effectivement internationale de FedEx, de cargo. C'est pourquoi nous voulons, avec le foncier disponible, en tout cas de AIBD, de mettre en place cet aéroport. Justement par rapport à ce foncier, parce que présentement, c'est la ruée vers Dias et ses alentours. Le foncier aiguise beaucoup d'appétit chez les hommes d'affaires. Maintenant, y a-t-il des sites qui ont été déjà ciblés pour abriter ces projets que vous venez d'énumérer? Absolument. Avec l'aide de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, nous allons positionner effectivement l'ensemble de ce foncier en termes effectivement d'habitat, de logement, d'habitation, en termes d'hôtels, en termes effectivement de zones pratiquement de commerce, en zone également de loisirs. Tout ceci pour faire en sorte que le passager qui est en transit puisse avoir une destination touristique, que ce passager puisse effectivement être accueilli dans véritablement une atmosphère agréable. C'est le cas de Changi en Singapour, qui est une ville, une petite ville miniature où nous avons toutes les commodités en tout cas du monde. Voilà ce que nous voulons faire dans ce périmètre, dans ce triangle en tout cas plutôt, Diamniadio, Thiès-Mbour, qu'on appelle aujourd'hui le triangle de prospérité. Le foncier, ce sera à l'image de là où nous sommes, où il semble que le mètre carré coûte 1 billion de francs CFA ici aux Almadies, mais je vous assure que bientôt,
dans quelques années, ça risque d'être le cas autour de l'aéroport de Diass. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Mbodj. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne qui souffle sa première bougie ce vendredi. En politique, à quelques jours de l'arrivée du président de la République à Mantes-la-Jolie, Macky Sall est devancé sur place par Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a rendu visite à l'agence consulaire du Sénégal à Mantes-la-Jolie, et ce, après avoir rencontré des Sénégalais de la dite ville. Ibrahim Kamara. À quelques jours de l'arrivée du président Macky Sall à Mantes-la-Jolie, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, le devance dans cette commune des Yvelines. On n'est pas... La communauté sénégalaise de Mantes-la-Jolie est mieux placée que quiconque pour savoir si les engagements du président Macky Sall ont été respectés ou pas. Donc nous voulons aujourd'hui apporter ce message, un message d'encouragement, un message qui consiste aujourd'hui à demander à nos compatriotes de Mantes-la-Jolie, le moment venu, de voter utile et de voter surtout pour l'intérêt du Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays avec une dynamique ethnique, une dynamique clanique ou une dynamique tribale. Au marché de Mantes se trouve l'agence consulaire du Sénégal. Le proche de Khalifa Sall apprécie. Vu l'importance de la communauté sénégalaise à Mantes-la-Jolie, vu le rôle de la communauté sénégalaise à Mantes-la-Jolie, venir chercher un entrepôt, le transformer en agence consulaire, c'est un manque notoire de respect envers cette communauté. Mais l'image que cela renvoie, c'est que ça donne à peu près une image que le président Macky Sall a des Sénégalais. Il considère les Sénégalais comme des moins que rien. Cette agence a d'autres objectifs que de servir les Sénégalais, poursuit Barthélémy Diaz. Cela est fait à dessein surtout pour pouvoir, à une échelle industrielle, lors de l'élection présidentielle de février 2019, pouvoir trouver des voies et moyens en toute impunité pour pouvoir bourrer les urnes. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas autre chose. Okay. C'est pas une agence consulaire. Une visite ponctuée de rencontres et d'échanges avec les Sénégalais de Mantes-la-Jolie, mais aussi des porte-à-porte conviviales. Ibrahim Kamara, Sénégal et l'Estonie veulent renforcer leur coopération bilatérale. Entre autres axes prioritaires de cette coopération, la cybercriminalité, mais aussi la dématérialisation du service public. Pour rappel, la présidente de la Lettonie est à Dakar depuis hier et ce vendredi, avec son homologue sénégalais, ils ont fait face à la presse pour une conférence conjointe. Dissa Prera était de la partie. La dématérialisation du service public, la cybersécurité ou encore les énergies renouvelables, autant d'axes de coopération bilatérale entre Dakar et Tallinn, discutés entre les deux chefs d'État. Sur l'énergie propre, je pense que l'Estonie étant aussi un pays qui est engagé véritablement dans les technologies, on peut voir avec le secteur privé aussi, notamment les IPPs, on peut aussi parler des possibilités de coopération dans le secteur de la cybersécurité. Je rappelle que l'Estonie est le pays qui abrite le centre de cyberdéfense de l'OTAN. Kersti Kaljulaid à Dakar pour une visite officielle de 48 heures. La présidente de la République de l'Estonie est accompagnée de chefs d'État évoluant dans le secteur du digital, un partenariat entre États, mais également un partenariat entre secteurs privés. Ce n'est pas seulement à vous et à moi à travailler, c'est le travail de nos entreprises. Donc s'il y a les représentateurs des secteurs privés ici, il y a beaucoup de monde venu d'Estonie qui peut vous donner beaucoup de pistes comment vous pourrez profiter et développer vos entreprises utilisant une coopération avec un État et une plateforme créée par un État. Les deux délégations ont réaffirmé leur forte volonté de donner un contenu à cette coopération bilatérale. L'Estonie, qui est aussi membre observateur de l'OIF, recevra tout prochainement une délégation sénégalaise. Je vous le disais également en titre, les collectivités locales du Sénégal vont bénéficier en 4 ans de 12 à 14 milliards de francs CFA en termes d'appui. L'annonce est du ministre de tutelle qui faisait face aux parlementaires pour le vote du budget de son département. Yaya Abdoul Kane annonce en outre l'érection d'un centre national d'état civil. Et s'agissant de la question de la gestion des ordures au niveau des communes, le ministre annonce qu'une solution définitive sera bientôt trouvée. Fatima Touré.
Au cours des 4 prochaines années, l'État s'engage à allouer aux collectivités locales une enveloppe de 14 milliards francs CFA. Objectif, accompagner les mairies, déclare le ministre de la Gouvernance territoriale. Le gouvernement a fait des efforts importants en augmentant les fonds de dotation et les fonds de concours. Mais rappelez également que d'autres efforts sont faits pour la réforme de la fiscalité locale. Comme vous le savez, il y a une réforme de la patente qui est effective. Les textes sont en cours de finalisation pour les critères de répartition. Et l'innovation majeure, c'est que aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales vont bénéficier de cette contribution économique locale qui remplace la patente. Et d'après les estimations qui ont été faites, c'est au minimum 12 à 14 milliards par collectivité territoriale. Yaya Abdul Khan annonce aussi qu'un centre national d'état civil verra le jour. C'est pour une numérisation de l'état civil dont l'accès fait défaut. L'idéal, c'est d'avoir un Sénégal, un registre national d'état civil transversal, donc qui va concerner tous les secteurs, qui puisse nous permettre de suivre l'individu, comme on le dit, de la naissance à la mort. Il ne suffit pas seulement de numériser, mais aussi il faut former les agents sur place pour qu'ils puissent en tout cas gérer ces bases de données. Concernant la gestion des ordures, le ministre rassure que des mesures ont été prises. Nous avons un programme avec les partenaires pour voir nous régler les problèmes, mais aussi nous pouvons exploiter, valoriser. Mais aussi une hausse de près de 17 milliards de francs CFA au budget du ministère de la Gouvernance territoriale est effectif. La somme s'arrête à environ 110 milliards francs CFA contre 93 milliards en 2018. Une enveloppe de d'1,3 milliard de francs CFA sera distribuée avant la fin de l'année dans la région de Kaolack. L'ADER, au-delà du financement, encadre également les bénéficiaires pour leur permettre d'atteindre l'objectif fixé, notamment l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes. Pape Faragning et Yaya Diallo. Plus de 66 dossiers ont été étudiés minutieusement avec les services techniques et financiers lors d'un comité d'investissement délocalisé. L'équipe de l'ADER et le gouverneur de Kaolack, de manière transparente, ont choisi les premiers bénéficiaires. Ces dossiers ont été étudiés et aujourd'hui nous avons pu constater qu'un nombre assez consistant de dossiers ont été financés par l'ADER. C'est dire donc que l'initiative elle est louable, elle est heureuse, elle est généreuse et elle ne manquera pas d'impacter positivement le quotidien des bénéficiaires et au-delà même des bénéficiaires, le quotidien des Sénégalais de manière générale. Mais d'ici la fin d'année, une enveloppe de 1300 milliards sera distribuée dans le bassin arachidier pour redynamiser certains secteurs clés de la région. Nous avons aussi étudié la possibilité de financer un projet structurant interrégional entre Kaolack et Fatick pour un montant qui va avoisiner les 300 millions voire plus dans le domaine justement du sel, la production, du raffinage et du traitement du sel. Et à l'issue de ce comité d'investissement, nous sommes heureux d'annoncer que pas moins de 300 millions de francs CFA ont été aujourd'hui validés. Et en plus de cela, nous avons une enveloppe de plus de 1 milliard de francs CFA qui a été allouée à la région de Kaolack. Toutefois, les bénéficiaires sont encadrés pour atteindre l'objectif de financement qui est l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Nous avons mis en place un système de décaissement par séquence. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui a 3 millions de francs CFA, on ne lui remet pas les 3 millions d'un coup. On fait par étape. Premier décaissement, deuxième décaissement, troisième décaissement. Nous sommes allés plus loin. Nous ne leur donnons pas l'argent en liquide. Nous leur ouvrons un compte bancaire. L'argent est dans un compte. Pour être encore beaucoup plus précis, aujourd'hui, un tailleur qui va acheter 3 machines, nous ne lui donnons pas l'argent. Nous demandons une facture pro forma. Nous payons directement chez le fournisseur par la banque. Et après, la personne retire tout simplement ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement qui correspond à 30%. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, au-delà des financements, forme la plupart des bénéficiaires pour maximiser les rendements.
sportive, je vous le disais en titre, carton plein pour les Lions du Sénégal qui se qualifient en quart de finale de la Coupe d'Afrique de handball qui se joue en RD Congo. Les Lions ont disposé de la Côte d'Ivoire ce vendredi 32-22 lors de leur 4e et dernière sortie dans la phase de poule. Le marathon des phages de Dakar, 2e édition, c'est le 14 avril 2019. La cérémonie de lancement des préparatifs s'est tenue sous la présence du ministre des Sports et de toutes les parties prenantes. Cher Sadibou Diarra. 3 ans après le marathon Eiffage de Dakar va faire son retour sur l'agenda sportif du Sénégal. Le parcours de la 2e manche, prévu en avril 2019, à la place de la Nation, au lieu de Diamniadio, a été dévoilé. On a essayé de faire un parcours qui soit agréable pour les coureurs, mais également qui permette de donner une bonne image de la ville de Dakar. Donc on a privilégié toutes les corniches jusqu'aux Almadies, également la petite corniche. Le parcours sera forcément difficile parce qu'il faut passer les Mamelles, il faut monter au plateau. Mais bon, sur la presqu'île du Cap-Vert, on n'avait pas le choix. Mais aussi, on a tenu compte de la structure de la ville et de façon à ne pas bloquer la ville. Les gens qui sont au plateau pourront sortir de Dakar par l'autoroute, par la VDN et tout. C'est important parce qu'il ne faut pas que le marathon ait un impact négatif, quoi. Et on espère que les gens viendront nombreux pour encourager les coureurs. Les 3 courses, le 10 km, le semi-marathon et le marathon 42 km, se feront le 14 avril 2019 et les départs et arrivées se font place de la Nation, place de l'Obélisque. Un événement vu d'un bon œil par la Fédération sénégalaise d'athlétisme, partenaire à l'organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous accueillons en 2022 les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc c'est le moment de mettre le pied à l'étrier, c'est le moment de nous parfaire, c'est le moment de nous habituer à l'organisation de grandes compétitions. Donc c'est pourquoi on inscrit dans le programme de la Fédération sénégalaise d'athlétisme des manifestations du genre. C'est un bon trait, aujourd'hui c'est le lancement. Donc je pense que c'est bien parti, les commissions sont constituées et chacun travaille de son côté. C'est prêt pour être vraiment une bonne réussite et c'est très bénéfique pour la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Comme lors de la journée du 14 février 2016, le marathon du 14 avril 2019 compte participer à la détection de talents et promouvoir la destination Sénégal. Cher Sadibou Diarra, le 14 avril 2019, donc c'est la date retenue pour la 2e édition du marathon des phages Sénégal. Et cette fois-ci, notre athlète maison, Pierre Da Silva, sera bien de la partie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à notre compagnie. Au revoir.